pensais que c'est moi. Ok. Donc, présentement, nous sommes 11 participants déjà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 C'est ça. Donc, comme Estelle le disait tout à l'heure, c'est ça ce qu'on peut remarquer sur le marché, c'est que bon, le marché commence à reprendre des couleurs. Donc, on peut voir on a quand même un Bitcoin qui, dans la semaine, s'est plutôt bien comporté depuis hier. Parce que si on regarde sur une semaine, on va voir que en début de semaine, on est parti visiblement pratiquement des 38 000. Puis là, on est rendu aux environs de 41 000, 42 000. Donc, comme je vous ai toujours dit, lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, même si on n'est pas un Bitcoin minimaliste, c'est maximaliste, comme on dit, ça vaut la peine de quand même s'intéresser au Bitcoin parce que on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix parce que lorsqu'on regarde ici la dominance du Bitcoin, on voit que sur l'ensemble des crypto-monnaies, ok, le Bitcoin à lui seul représente 41,5% des parts et que l'Ethereum représente 19,1% des parts. Donc, rien que ces deux crypto-monnaies font plus de 50% de plus des 17 337 crypto-monnaies qu'on a en circulation. Donc, comprenez que même si on se dit qu'on est investisseur sur du LMC Swap ou sur d'autres crypto-monnaies, en général, c'est très important de regarder comment le Bitcoin se comporte parce que c'est lui qui dirige le marché. Veut ou veut pas, quand le Bitcoin se casse la gueule, le reste du marché suit automatiquement. Le reste des crypto-monnaies suit. Vous remarquez, dès que le Bitcoin change de tendance, ouais, la plupart des crypto-monnaies commencent également à prendre de la valeur, quoi. Donc, là, ça donne une indication, mais comme vous savez, le marché des crypto-monnaies est tellement volatile, c'est-à-dire que on peut se réveiller demain matin, puis la direction du marché change. La direction du marché change. Mais je pense quand même, bon, à mon sens, hein, qu'on est reparti quand même sur vraiment une bonne tendance. On est vraiment reparti sur une bonne tendance. Il faut juste observer ça de près. Ceux qui devaient entrer dans le marché, je me dis qu'ils sont déjà entrés dans le marché sur la plupart des crypto-monnaies quand c'était vraiment en chute parce que quand on a des fortes corrections, c'est vraiment l'occasion d'entrer. Bien que présentement, on a toujours des bons points d'entrée. Parce que si on regarde ici, on a 41 000. Ben, je parle du Bitcoin. Comme vous le savez, ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein. Donc, c'est bon à savoir. Je parle du Bitcoin, mais ça vaut pour l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, tout ce que je présente ici, c'est vraiment dans le cadre de la formation. C'est vraiment pas de conseil d'investissement. Donc, ce que je voulais donc dire, c'est que si on regarde ici sur 3 mois, on va voir qu'il y a 3 mois, le plus haut du Bitcoin était dans les 68 000. Donc, un Bitcoin, donc, aujourd'hui, dans les 40 000, on peut se dire ça reste quand même un bon point d'entrée par rapport à ceux qui sont entrés ici au sommet. Parce qu'il y a forcément des gens qui ont acheté du Bitcoin ici, à 67, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont acheté sur cette courbe-ci. Donc, lorsqu'on se situe ici, donc, actuellement, on peut se dire, bon, ça reste quand même un bon point d'entrée. Et comme la plupart des crypto-monnaies ont, surtout les bons projets, ont cette habitude d'essayer d'aller retrouver leur plus haut sommet historique et de les briser. Donc, on s'attend à ce que si le marché repart à la hausse, que le Bitcoin aille rechercher les 68 000 et essaye voir de le dépasser pour aller comme ça établir un nouveau sommet qui sera désormais le plus haut sommet historique. Parce que si on regarde ici, quel est le plus haut sommet que le Bitcoin? Donc, la plus grande valeur, le all-time high ici,
il est de 68 789 $. Et ça, c'était le 10 novembre. Donc, il y a exactement 3 mois environ que le Bitcoin atteint ce prix-là. Cette analyse, donc, vous pouvez la faire sur l'ensemble des crypto-monnaies. Ça vous permet, en fait, ça vous aide, en fait, à prendre vos décisions. Et, comme je dis toujours, d'acheter par palier. Le plus important, c'est d'acheter par palier, ce qu'on appelle le DCA. Parce que, bon, l'idée, c'est que si j'achète aujourd'hui, j'ai $1 000, je vais mettre dans les crypto-monnaies. Plutôt que de mettre mes $1 000 aujourd'hui, comme celui qui a mis ses $1 000, 68 000 ici, c'est sûr qu'il en perd, je vous ai montré ça dans une précédente vidéo. On peut aller voir ça. Donc, si je me connecte rapidement ici. OK. Parce que l'idée, c'est toujours vraiment d'entrer par palier, plutôt que d'injecter son argent d'un coup, quoi. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas encore entrés dans certaines crypto-monnaies, ça peut toujours être un bon point d'entrée, quoi. Donc, c'est ça. Le plus au sommet, c'était ici. Donc, si on prend à partir d'ici, quelqu'un qui est entré ici, quand c'était le plus haut la dernière fois, actuellement, on se situe par exemple ici. Donc, moi, je parle, cette personne est en perte de 41,33% environ. 41,33%. Voilà pourquoi il est déconseillé, lorsque vous voulez acheter la crypto-monnaie, de mettre tout de suite votre budget. Donc, ce qui est conseillé, c'est si vous voulez investir par exemple $1 000, de découper vos $1 000 par exemple en 10, c'est juste un exemple, ça peut être en 20, ça dépend de vous, et de vous dire, moi je vais mettre $100 dans cette histoire chaque mois, par exemple. Je vais mettre $100 chaque mois, ou je peux diviser encore mes $100, dire, je vais mettre déjà $10 chaque jour, ou bien $50 chaque semaine. Bref, l'idée c'est de découper et de multiplier ces entrées. Parce que cela va vous permettre, en fait, lorsque vous achetez ici, si dans une semaine, le prix a baissé, vous voyez, vous avez la possibilité d'acheter un plus bas, ainsi de suite. Vous voyez, plus on descend, plus vous avez la possibilité d'acheter un plus bas, ainsi de suite. Ça fait que finalement, vous aurez quand même un bon prix moyen. Et l'avantage de ça aussi, c'est qu'à l'inverse, si plutôt que de descendre, ça va à la hausse, bon, des fois, on a souvent un regret. Quand ça va plutôt à la hausse, on se dit, waouh, j'aurais dû miser gros dès le départ pour gagner beaucoup plus. Mais il faut pas tomber dans ce genre de piège-là. C'est toujours mieux de respecter ses, ses objectifs, quoi, ce qu'on sait définir dès la base. Parce qu'en général, c'est là où on pêche. C'est-à-dire que, comme présentement, beaucoup de gens vont se dire, waouh, peut-être on est reparti à la hausse là. Ça commence à grimper. Et ils vont faire ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose, de rater une opportunité. Ils vont tout de suite entrer dans le marché parce qu'ils veulent rapidement, absolument saisir cette opportunité-là en se disant, waouh, les crypto-monnaies revendent à la hausse, je vais entrer tout de suite, je vais pouvoir multiplier peut-être mes $10 000 si ça fait 1 fois 2 en $20 000 d'ici quelques temps. C'est vrai, ça peut fonctionner. Donc, si vous faites ce genre de choses, il faut être responsable. Il se dit, bon, je sais que ces $10 000 que je mets là, je suis capable de le perdre. Donc, il y a des gens qui, je veux dire, on n'a pas les mêmes niveaux de prise de risque. Actuellement, on voit beaucoup d'institutionnels acheter beaucoup de crypto-monnaies présentement. Bon, on va dire c'est les gens qui ont les moyens de leur politique, qui ont le budget pour ça, qui achètent massivement. Mais vous, en tant qu'individu, est-ce que vous avez
vous pouvez prendre le risque présentement de retirer un 30 000 $ et de mettre, par exemple, sur du Bitcoin en espérant que ça fasse un x2 d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, si vous êtes capable de supporter ce genre de risque, ça peut être un bon coup. Mais dites-vous à l'inverse que si ça se passe également mal, vous pouvez donc également perdre cet investissement-là. Donc, ça vaut la peine également pour l'Ethereum. Donc, l'Ethereum également, si on analyse ce qui s'est passé il y a quelques semaines, on va se rendre compte que lui aussi, vous voyez, lui aussi, il allait carrément toucher les 2600 et on est en train d'aller frôler les 3000. OK? Et si on regarde le plus haut prix de l'Ethereum, on va se rendre compte que l'Ethereum, il y a 3 mois, a atteint les 4881 $. Donc, certainement, il va aller retoucher ce niveau-ci. Et vous avez vu Bitcoin, Ethereum, c'est les deux géants qui dominent la plupart du marché des crypto-monnaies. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Ethereum à l'avenir a un plus gros potentiel que le Bitcoin. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui pensent que, bon, ça fait des années qu'on le dit, hein. L'année passée, on attendait l'Ethereum avant la fin d'année à 10 000 $. Malheureusement, il n'a pas atteint les 10 000 $. Mais beaucoup de personnes pensent que, avec ce que l'Ethereum est capable de fournir, avec ce que la blockchain a prouvé et démontré qu'elle est capable d'offrir, sur un long terme, l'Ethereum devrait surpasser le Bitcoin. Donc, ça c'est, on peut se dire, OK, on va saisir l'opportunité de la baisse actuellement et peut-être entrer également sur l'Ethereum et sur plein d'autres crypto-monnaies. Donc, en général, les gens qui ne veulent pas prendre trop de risques dans les investissements de crypto-monnaies peuvent commencer par investir sur des crypto-monnaies qui ont fait les preuves. C'est-à-dire que, bon, on va investir sur des grosses infrastructures comme du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, vraiment les grosses blockchains. Et là, en général, lorsqu'on investit là-dessus, je veux dire que le retour pas le retour sur investissement, les gains sont plus lents, mais plus sur du long terme. Parce que c'est des projets qui ont fait les preuves. OK? Donc, et puis, si on regarde, il y a 6 ans, vous voyez, ça c'est la magie des crypto-monnaies. C'est pourquoi de plus en plus, les gens qui rentrent dans les crypto-monnaies, très généralement, ils comparent les projets comme l'Ethereum, le Bitcoin. Et parfois, c'est ce qui fait rêver. Parce que tout de suite, quand on regarde l'Ethereum, all-time low, c'est-à-dire que le prix le plus bas que l'Ethereum a connu, jamais c'est son prix lorsqu'il a été listé. Ouais, il y a 6 ans, en 2015, un Ethereum valait 0,4. OK. 0,4 $. Actuellement, on voit un Ethereum à 3000, presque 14 $. Donc, comprenez donc pourquoi on dit que lorsqu'on investit dans la crypto-monnaie, c'est pour du long terme. OK. C'est sûr que les gens qui ont investi sur l'Ethereum en 2015, je veux dire, la plupart n'ont plus la totalité de leurs Ethers. Certainement, quand c'est monté à 100 $, 200 $, ils ont vendu des positions, ils ont vendu des quantités. Donc, voilà pourquoi, également, c'est important lorsqu'on veut sortir des crypto-monnaies, de sortir également par DCA à la vente. Parce que si j'ai aujourd'hui, en 2015, j'ai réussi à acheter de l'Ethereum, disons pour 1000 $, et que l'Ethereum est monté entre-temps, il est passé de 0,4 à peut-être 1 $. C'est sûr qu'à ce moment-là, on se dit, waouh, on a quand même déjà fait beaucoup de profit. Mais est-ce qu'on va vendre la totalité de son portefeuille? Non. Peut-être dit, bon, je vais par exemple, dans une première mesure, essayer de vendre peut-être 10%. Il me reste encore 90%. Puis ça passe à 100 $. Waouh, mon portefeuille a gonflé. Mais est-ce que je vends tout? Non. Je sais pas où est-ce qu'il va partir. Je vends encore 10%. Ainsi de suite. Ça fait que, quand même, en 6 ans, si j'avais 1000 Ethereum au départ,
euh, qu'aujourd'hui, avec un Ethereum à $3, qu'il me reste encore au moins 200 ou 300 Ethers dans mon portefeuille. Et jusque-là, je ne vends pas tout si je suis à 3000. Je peux dire, je vends encore 100 parce que je me dis, waouh, l'Ethereum, il peut aller à 10 000. Quand il atteint les 10 000, que j'ai encore 100. Donc ça, je parle de l'Ethereum, mais ça vaut pour la plupart des crypto-monnaies parce qu'on a beaucoup de crypto-monnaies qui commencent à ce prix-là, à ces valeurs de 0,0 quelque chose. Donc, c'est ça, c'est le cas du LMC Swap, par exemple, parce que c'est le projet qui nous réunit tous ici. Un LMC Swap à 0,03. Est-ce que lorsque le LMC Swap va monter à $1 ou à $2, est-ce qu'on va tout vendre? Les gens vont vendre tout leur portefeuille. Il y a des gens qui vont commettre cette erreur, ceux qui n'ont pas la formation, ceux qui sont novices, qui ne comprennent pas comment tout ça marche. Mais en général, il y a un regret derrière parce que quand tu vas vendre, et si jamais ça monte à $10, $20, c'est là où on commence à dire, waouh, je n'aurais pas dû vendre, je n'aurais pas. Mais c'est important de vendre parce que, à l'inverse aussi, quand ça monte à $1, ça peut redescendre des fois et peut-être ne plus jamais remonter. On a des crypto-monnaies comme ça. Chaque jour, il y a des crypto-monnaies qui meurent, hein. Donc, il y a des crypto-monnaies qui meurent, qui disparaissent. C'est pas ce que je souhaite, mais je vais dire, en termes d'éducation financière, c'est important de prendre de temps en temps, déjà retirer son investissement et de temps en temps prendre quelques profits. Donc, faut pas être maximaliste. J'ai dit non, je vais attendre que la crypto-monnaie monte à $10 avant de vendre. Bon, ça peut monter à 3, 4, $5, puis ça redescend à 0 et ça ne bouge plus jamais. Donc, vous allez vous dire, là, c'est les gens qui parlent tout le temps conditionnel, là. Vous allez voir tout le monde, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui vous disent toujours, si je n'avais pas vendu mes Dogecoin en 2017, c'est que je serais millionnaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont ce discours-là. Là, il faut vendre, il faut se payer de temps en temps, sinon le marché va vous payer. Donc, c'était la petite introduction de ce matin. Essayer déjà de voir comment le marché se comporte parce qu'on a l'idée Esther qui disait qu'elle a acheté quelques Ethereum puis elle était contente de voir que son portefeuille commence à changer quoi. Donc c'est peut-être encore trop tôt. Comme comme je disais, le Bitcoin quand même ça reste quand même un bon projet, un gros projet. Je vais dire que moi je pense que en tant que débutant dans les crypto-monnaies, on devrait avoir du Bitcoin et au moins de l'Ethereum. Chacun devrait avoir au moins du Bitcoin et de l'Ethereum en tant que débutant. Bon, parce qu'au moins c'est des projets sûrs. Parce que c'est ça, parce que beaucoup de personnes pensent que bon, le Bitcoin, il y a beaucoup de personnes qui disent le Bitcoin c'est déjà à 41 000, c'est déjà trop cher, l'Ethereum c'est déjà à 3 000, c'est déjà trop cher pour entrer là-dessus. Non. Avec $10, on peut acheter de l'Ethereum, on peut acheter du Bitcoin. Tu auras une petite portion. Mais si tu dis, bon, si le Bitcoin a le potentiel de toucher les 3 millions, comme des gens pensent que le Bitcoin un jour un Bitcoin vaudra 3 millions, oui, peut-être que tes $10, tu peux imaginer combien ça va valoir dans ce temps-là. Donc, pour débuter, ça peut être important d'entrer sur des projets comme le Bitcoin Ethereum. Personnellement, je n'ai plus du Bitcoin. Moi, j'ai plus du Bitcoin. Quand j'entre dans les crypto-monnaies, le Bitcoin à 17 000, j'achète du Bitcoin. Puis quand il est monté à je sais plus combien là, j'ai tout vendu et puis je n'ai plus jamais racheté du Bitcoin. L'Ethereum, pareil. L'Ethereum, pareil, je n'en ai plus parce que j'ai vendu toutes mes positions. Donc, puis quand on a le problème souvent, c'est que quand on a acheté une crypto à un certain prix, on a du mal à rentrer dessus. Je veux dire, si quand tu as acheté de l'Ethereum à 500, à 600, à 400, et que tu as tout vendu, tu as du mal de retourner, de racheter l'Ethereum à $3 000. C'est un peu difficile. Même si on sait que ça reste un bon projet qui va continuer de prendre de la valeur. En général, ceux qui sont déjà sortis de cette position ont du mal à racheter. Donc, voilà donc un peu ce que je pourrais dire sur le marché des crypto-monnaies ces jours-ci. Il faut observer ça de près. Les prochains jours peuvent vraiment être très surprenants. On espère que l'année 2022 vraiment va
va nous faire rêver, quoi, ou bien va nous rendre tous millionnaires dans la crypto-monnaie. Donc, ce matin, je voulais surtout vous parler de la finance décentralisée. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le monde des crypto-monnaies, c'est devenu vraiment, je dis, c'est devenu comment dire, une technologie qui vraiment peut-être ne s'égale pas, mais qui se rapproche tellement de la finance traditionnelle de plus en plus. Ce que la blockchain a permis de faire aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la DeFi qui a vraiment fait exploser pas mal de records sur la plupart des blockchains, je pense depuis 2018-2019 par là. Et puis le leader dans tout ça, c'est Ethereum. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que fait Ethereum, vous savez, il y a eu le Bitcoin. Le Bitcoin, en tant que première crypto-monnaie, a permis simplement de montrer aux gens que on pouvait offrir des services financiers de façon décentralisée, c'est-à-dire sans intermédiaire. Contrairement aux banques, la banque, c'est simplement un tiers de confiance, c'est-à-dire que bon, en général, on utilise la monnaie traditionnelle euro, franc CFA, dollar. Peut-être parce qu'il y a une institution qui régule ce secteur-là et qui a décidé que bon, voilà, le billet de dollar, voilà ce qu'il représente, et puis quand tu as un billet de dollar, voilà ce que tu peux acheter avec. Et notre argent, on le met dans une banque et tout. Mais pour ne pas revenir dans l'histoire, il y a eu des sérieux problèmes en 2008 aux États-Unis, ce qu'on appelle la crise des subprimes, qui a fait en sorte que certaines personnes ont commencé à se poser des questions. Vous voyez, les gens ont commencé à se poser des questions, ils ont commencé à perdre confiance en fait aux banques, au gouvernement. Et il y a un groupe de personnes qui ont donc comme ça eu l'idée de créer une monnaie qui ne dépendra plus de personne. Donc, Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin, qui permet en fait c'est-à-dire que de vous à moi, si on veut s'échanger des valeurs, que je vous envoie directement de l'argent, qui est de la crypto-monnaie, sans passer par une banque, sans passer par une institution. C'est-à-dire qu'on fait nos échanges vraiment de façon directe. Voilà pourquoi le Bitcoin a été créé. Maintenant, il y a un jeune homme, je ne sais pas si vous savez, qui est Vitalik, qui a créé Ethereum. Quand vous voyez ce monsieur, franchement, si vous ne connaissez pas qui il est, vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez le bousculer en passant, quoi. Donc, Vitalik, c'est ce jeune garçon qui a créé Ethereum. Et c'est vraiment quelque chose de génial, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est impressionnant quand vous regardez aujourd'hui la blockchain, ce qu'elle est capable d'offrir. Et en termes de richesse, ce gars aujourd'hui, n'allez pas essayer de voir combien il pèse en termes de millions de dollars ou bien de milliards de dollars. Donc, en fait, ce que Ethereum a permis de faire, il a donc pensé que on pouvait créer, parce que le Bitcoin c'était simplement une blockchain, il s'est dit on peut créer une blockchain avec qui donne la possibilité à d'autres personnes qui veulent créer leur crypto-monnaie de créer facilement leur crypto-monnaie sans nécessairement avoir besoin d'avoir toute l'infrastructure, parce qu'une blockchain ça vous prend des serveurs, tout un réseau, plein de choses. Donc en gros voilà en fait son idée. Et puis il a amené ce qu'on appelle les contrats intelligents, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire c'est simplement des algorithmes de programmation qui respectent certaines conditions. Si certaines conditions sont respectées, puis ça vous donne un résultat en sortie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a tellement de crypto-monnaies en circulation, parce que c'est Ethereum qui a vulgarisé le concept et qui a permis donc à n'importe qui de créer sa crypto-monnaie.
Voilà pourquoi aujourd'hui vous entendez par exemple, on a par exemple le LMC Swap sur la blockchain Ethereum. C'est-à-dire que le GIT n'a pas eu besoin de créer une blockchain, de réinventer une blockchain pour créer le LMC Swap. Juste en s'appuyant sur la blockchain Ethereum, elle a pu créer facilement sa crypto-monnaie. Aujourd'hui, tout le monde peut créer sa crypto-monnaie parce que c'est vraiment facile et c'est ce que Ethereum a permis de faire. Donc, sauf que, en plus de ça, Ethereum a également permis de faire d'autres choses qu'on appelle les NFT, qui ont toujours été vulgarisés grâce à Ethereum, ce qu'on appelle la DeFi. Donc la DeFi vraiment a été vulgarisée par Ethereum parce que tout ce qui est service bancaire, c'est-à-dire que ce qu'on a déjà vu dans ceux qui ne, peut-être pour ceux qui sont nouveaux, si vous allez sur la chaîne, j'ai une vidéo que j'ai partagée qui vous parle en fait de la finance décentralisée et comment participer par exemple à la finance décentralisée sur Binance, ce que j'appelle le Binance N, qui peut être intéressant lorsque vous avez les crypto-monnaies. Donc, vous pouvez regarder ça sur la chaîne. Donc, Ethereum a donc vulgarisé le concept de DeFi avec des protocoles comme Uniswap, SushiSwap et tout ça. Donc, vous voyez Uniswap ici. Lorsqu'on regarde Uniswap, aujourd'hui qui vaut les 11,68, si on se met sur All ici, vous voyez que le Uniswap, le token de Uni, qui est le Uni, a déjà touché les $44. Donc, il est vraiment en forte baisse aujourd'hui. Donc, ce que la DeFi va permettre de faire, c'est que ça va vous offrir, disons, la finance décentralisée. Ça vous offre tous les services qui sont offerts par la finance traditionnelle, mais sur la blockchain. C'est-à-dire que sans intermédiaire. Les notions de prêt, emprunt, c'est-à-dire staking, lending, saving, yield finance, tous ces concepts-là ont comme ça été introduits sur la blockchain grâce déjà à l'Ethereum, mais surtout grâce à Uniswap. OK? Et puis, la DeFi, finalement, est à l'origine des failles qu'on connaît aujourd'hui sur le réseau Ethereum. Parce que, comme vous le savez, ceux qui ont déjà essayé de faire un échange de crypto-monnaies sur le réseau Ethereum savent combien ça peut coûter en termes de frais. Quand vous voulez faire une opération de vente ou d'échange de crypto-monnaies, les frais sont juste énormes. Donc, parce que Ethereum est simplement victime de son succès, plus sur une blockchain, plus il y a c'est-à-dire que plus le réseau est mis en épreuve, c'est-à-dire plus il y a de demandes sur le réseau, plus le réseau traite énormément de volume, ok, les volumes importants, plus l'usage est mis en épreuve, plus il y en a un gros besoin d'échange en peu de temps. Tout cela fait en sorte que la blockchain finalement soit débordée et que on commence à rencontrer un problème de scalabilité dans les lenteurs. Et comme les blockchains décentralisés fonctionnent vraiment par queue, c'est-à-dire déjà par file d'attente, quand tu veux faire une transaction, quand les gens veulent faire des transactions sur la blockchain, ça met simplement les transactions dans une file d'attente et elles sont vraiment exécutées par ordre, quoi, ordre d'arrivée, premier arrivé, premier servi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les gas sur les blockchains, c'est-à-dire que si tu veux que ta transaction aille plus vite, c'est très rapidement en priorité, tu peux augmenter les frais de gaz. Les frais qu'on paye généralement sur la plupart de nos transactions. En général, si tu veux que ta transaction s'exécute beaucoup plus rapidement, tu peux augmenter les frais de gaz. Vous comprenez que sur un gros réseau comme celui-ci, avec plein de personnes, quelqu'un qui veut faire sa transaction, qui se rend compte que, waouh, sa transaction peut prendre 3 heures, 4 heures, 1 jour pour s'exécuter, décide donc d'augmenter les frais de gaz pour passer justement en priorité de la file. Voilà donc pourquoi le réseau étant très demandé,
des personnes essayant d'augmenter des frais de gaz par-ci et par-là. Ça fait que, en fin de compte, faire une transaction devient cher. Vous voyez? Donc, voilà en fait les conséquences de tout cela. Et ce qui a donc finalement permis à Binance de se positionner. Parce que Binance, justement, a profité donc de ses faiblesses. Parce qu'au départ, vous savez, Binance était simplement l'exchange Binance qu'on connaît. C'était juste ça. Mais quand on s'est rendu compte qu'il y avait trop de problèmes sur Ethereum, de grosses lenteurs, très rapidement, Binance a développé sa propre blockchain, ce qui est la Binance Smart Chain qu'on connaît aujourd'hui, et qui finalement, qui proposait des frais de transaction beaucoup moindres qu'Ethereum. Aujourd'hui, Binance est très rapidement en général. En fait, le fait, c'est que Binance n'est pas en réalité une blockchain en tant que telle. C'est une blockchain un peu centralisée, contrairement aux autres blockchains comme l'Ethereum, le Cardano et autres. Donc voilà pourquoi jusqu'ici, Binance, quand même, les frais de transaction, quand même, sont intéressants, parce que elle n'a pas vraiment les problèmes de scalabilité. OK? Parce qu'il faut dire que le problème qu'on a avec les blockchains, c'est-à-dire les problèmes de lenteur, de scalabilité que j'explique, c'est vraiment un problème structurel. C'est-à-dire que c'est un problème qui va en fait de la nature même de ce que c'est qu'une blockchain. Vous savez, la blockchain, c'est un ensemble de nœuds. Des nœuds, c'est simplement des ordinateurs qui vont comme ça s'interconnecter utilisant un protocole qui vont permettre comme ça automatiquement, sans intermédiaire, de valider les transactions, de permettre en fait que les transactions se fassent. Et comme vous le savez, un réseau, plus on augmente la taille de réseau, c'est-à-dire que plus il y a les intermédiaires dans tout le monde, plus ça augmente ce qu'on appelle le nombre de sauts. C'est-à-dire que finalement, le nombre d'ordinateurs parfois qui peuvent, par lesquels votre opération peut passer pour que la transaction soit exécutée. Donc, ceci vient simplement augmenter les délais. Je sais pas, vous voyez un peu. Contrairement à un réseau centralisé. Quand c'est centralisé, bon, en général, on n'a pas les problèmes de lenteur. Tous les problèmes de lenteur que rencontrent les blockchains aujourd'hui, dans des réseaux centralisés, on ne les a pas. Donc, le fait que la blockchain soit décentralisée, qu'il y ait beaucoup de nœuds, beaucoup d'ordinateurs indépendants, fait qu'on aura quand même tout le temps ce problème de lenteur là. Voilà pourquoi tous les autres blockchains qui se positionnent comme les Ethereum killers, donc, parce qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles blockchains qui arrivent essayent de dire, nous, vraiment, ce qu'on va faire, waouh, on va changer le monde. Tout ce que Ethereum a comme problème, on va les résoudre. Sauf qu'en général, on retourne à la source parce que dès que la blockchain se met en place et qu'on commence à avoir des gros volumes d'échanges sur la blockchain, on retrouve le même problème de scalabilité qu'on avait au départ. Si vous prenez une blockchain comme Cardano, c'est une blockchain qui est attendue depuis très longtemps. Donc, il y a d'abord Solana. Solana, c'est vraiment le projet de 2021. Pourquoi c'est le projet de 2021? Parce que quand vous regardez cette crypto-monnaie sur un an, ça c'est... Regardez Solana le 7 février, exactement, pratiquement la même période en 2021. 7 février 2021, on avait un Solana à 7,88. Ok, ça c'est le 7 février. Donc, vous voyez à combien vaut le Solana aujourd'hui, au moins je tourne cette vidéo, 114. Et il est en baisse parce que il a déjà touché les $250. Donc, c'est vraiment fou à quelle vitesse cette blockchain a accru. Le prix a vraiment explosé. Donc, voilà, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont très heureux de par le monde aujourd'hui, ceux qui sont vraiment à un très bon moment dans Solana.
En une année, ça a vraiment fait des records. Donc, ça fait partie des blockchains qui se présentent comme des Ethereum killers. C'est-à-dire elle va proposer les mêmes services que Ethereum, tout ce que Ethereum a apporté comme innovation, c'est-à-dire les smart contracts, comme j'ai expliqué, donner la possibilité aux gens de créer leur propre crypto-monnaie sans avoir besoin euh, de réinventer une blockchain. Donc, euh, j'ai été prouvé, par exemple, en plus d'avoir créé l'IMO sur Ethereum et sur la Binance, pouvait également créer également une autre version de LMC Swap sur Solana, par exemple. Voyez un peu. Donc, de tout ça, donc, il y a ce projet qui est tellement attendu que des gens attendent depuis longtemps, qui s'appelle le Cardano, qui est fondé par Charles Hoskinson. Charles, en fait, c'est le cofondateur de l'Ethereum. Avec Vitalik, c'est eux qui ont fondé Ethereum, puis ils ont eu des problèmes, ils se sont séparés. Et lui, il allait donc créer sa crypto-monnaie, qui est le Cardano, qui lui aussi est un Ethereum killer, qui présente pas mal je vais dire des mêmes fonctionnalités qu'Ethereum, qui a tellement beaucoup de holders, c'est-à-dire que c'est la première blockchain en termes de holders, c'est-à-dire les investisseurs qui ont acheté le token et qui le gardent, qui attendent impatiemment que les choses décollent. Parce que les gens se disent toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se dit, ok, bon, le prix est encore bas, $1, peut-être que si vraiment il décolle et qu'il se positionne, on peut le voir également dans les 50, 100, 200, $300, comme les autres crypto-monnaies, comme le Solana que je viens de présenter par exemple. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens donc, qui ont raté le train sur plein de projets se disent, bon, on va essayer de saisir notre chance dans les crypto-monnaies et on va acheter du Solana. Voilà pourquoi le Solana est tellement attendu et en général, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pense que jusqu'à août dernier 2021, il n'y avait pas de projet sur Solana. Comme je vous ai dit, en général, une crypto-monnaie, lorsqu'elle se crée, elle commence à être utile et prendre de la valeur lorsqu'elle elle est exploitée. Vous voyez? C'est comme le réseau téléphonique. Un opérateur, s'il crée un réseau téléphonique, c'est-à-dire il fait toute l'infrastructure, il met les antennes, les pylônes un peu de partout. Mais s'il n'y a pas des abonnés qui vont venir souscrire et commencer à utiliser les services téléphoniques, ça ne sera pas rentable. Donc, c'est exactement comme ça que les blockchains fonctionnent. Donc, jusqu'à il n'y a pas longtemps, Cardano n'avait pas de projet. OK? Donc, les gens attendaient impatiemment que les projets arrivent sur Cardano. Donc, au moment où je parle, le Cardano quand même a déjà connu lui aussi, il y a certainement beaucoup de personnes qui ont déjà fait beaucoup de profits là-dessus, parce que si on regarde en un an, on se rend compte que à la même période de l'année dernière, on était à 0,5 ADA. Puis, il a quand même déjà atteint les $3. Actuellement, il est en baisse autour d'$1. Mais il a déjà atteint les $3. Et quand il atteignait les $3, il n'y avait vraiment aucun projet dessus. Donc, les gens avaient simplement donc espoir à quelque chose qui peut exploser. Sauf que, finalement, les projets sont arrivés sur Cardano. Il y a 2 semaines, vous avez certainement observé, ceux qui observent le projet ADA ont vu que ça commençait un peu à bouger avant la correction qu'on a connue là. C'est-à-dire si on rentre sur un mois, avant la correction qu'on connaît présentement. Vous voyez, vers ici, là, c'est-à-dire que vers le 17 janvier, on a vu quand même une grosse hausse du Cardano avant la grosse chute de tout le marché qu'on connaît présentement. Parce que ici, on a vu les projets commencer à arriver sur Cardano. Donc, quand les projets commencent à arriver sur Cardano, parce que comme vous le savez, la plupart de ces blockchains ont leur token, ont toujours le token de la blockchain. C'est le ADA par exemple pour Cardano, c'est l'Ether pour Ethereum, c'est le Solana pour Solana ou bien le Sol pour Solana, ainsi de suite, le DOT pour Polkadot. Et ce qui fait en sorte que ces tokens-là prennent de la valeur, c'est l'arrivée des projets parce que, comme vous le savez, lorsqu'on est sur une blockchain, quand il y a les projets, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Binance, par exemple, et que sur L-Bank,
vous voulez échanger, transférer vos LMC swap et tout ça là, les sorties, les renvois, vous payez des frais. Vous payez tout le temps des frais. Il y a toujours une partie de votre crypto-monnaie qui est retenue. Donc, très souvent, c'est le token du projet ou de la blockchain qui est retenu. OK? Ou bien la blockchain, généralement, ce qu'elle va vous dire, c'est que bon, si vous utilisez notre token pour payer les frais, vous allez payer les frais beaucoup, beaucoup moins. Et en général, ce token-là, ils le rendent utile et indispensable dans la plupart des projets de finances décentralisés, OK, qui vont arriver sur la blockchain. OK? Tout à l'heure, quand je vous montrais rapidement la finance décentralisée, vous allez comprendre un peu. C'est-à-dire qu'on essaie de si vous voulez vraiment participer à la finance décentralisée, on essaie de rendre indispensable le ADA, par exemple. C'est-à-dire tous ceux qui veulent entrer dans cette finance-là auront besoin d'acheter du ADA. Voilà donc finalement d'où proviendra l'utilité du ADA ou bien de l'Ether ou bien du Solana. Et ce qui va donc finalement faire en sorte que le Solana prenne de la valeur. Donc voilà pourquoi on avait commencé à observer le Cardano prendre de la valeur. Et ce que je voulais dire justement, c'est que le problème de scalabilité donc que j'ai expliqué récemment qu'on a rencontré sur Ethereum, que la plupart des nouvelles blockchains utilisent comme communication, marketing pour essayer de se positionner. Finalement, c'est un problème, je vais dire la roue tourne quoi. Parce que ce qu'on a observé sur Cardano, ce qui commence justement à décourager pas mal d'investisseurs, c'est que on a longtemps entendu ce projet parce que je peux vous avouer son CEO c'est un bon vendeur, c'est-à-dire que pour lui le Cardano c'est le projet du siècle, donc il y aura jamais un mieux. C'est un projet qui évolue très lentement, vraiment très lentement parce que venir se faire dépasser par le Solana, par le Polkadot. Il y a beaucoup de projets qui sont arrivés après lui, qui ont déjà des projets qui circulent et tout, mais eux, ils sont tout le temps en développement. Et puis finalement, quand ils nous disent c'est prêt, on a la finance décentralisée qui arrive sur Cardano, on a un problème, la scalabilité. Le réseau est lent. C'est-à-dire que si vous essayez de faire une opération de finance décentralisée sur Cardano, vous allez vous rendre compte à quel point c'est vraiment lent d'exécuter. Donc, c'est même rendu impossible parfois. Parfois, vous voulez faire une opération, ça marche pas. Ça prend des heures, puis l'opération est rejetée, il faut réessayer. Donc, finalement, on se dit, mais on nous a vulgarisé, vanté un projet pendant des années, mais finalement, quand le projet voit le jour, il est encore plus lent que son concurrent, c'est-à-dire que celui qu'il souhaite tuer, quoi. Il est encore plus lent que lui. Pourtant, il a pris beaucoup d'années pour se développer. Donc, c'est le principal problème qu'on a sur Cardano. Parce qu'en général, lorsque tous ces projets commencent à arriver là, c'est là où on commence donc justement à tester la blockchain, à tester le réseau. Donc, aujourd'hui, donc, de plus en plus, ça, tout ce que je viens de présenter là, c'est ce qu'on va appeler les Layer 1, les blockchains de niveau 1. Donc, pour résoudre ce problème de scalabilité là, il y a un nouveau type de blockchain qui se crée maintenant qu'on appelle les Layer 2, les blockchains de niveau 2, qui vont simplement être une couche supérieure au-dessus de la blockchain principale. Et ce qu'elle va faire vraiment de façon résumée, c'est que elle va traiter les transactions en blocs. C'est-à-dire que quand les gens vont envoyer plein de transactions sur la blockchain, elle va les grouper. Ces deux-là va les grouper avant de les envoyer sur la blockchain. Vous voyez? Ça fait que le fait qu'elle est groupe et tout ça, ça fait que ça réduit les délais, ça réduit la scalabilité. Et actuellement, donc, Cardano nous ramène par exemple sur un nouveau projet qu'ils appellent Hydra. Et Hydra, d'après ce qui nous est présenté, si vraiment ça marche, finalement, la blockchain Cardano sera la blockchain la plus rapide du monde. Donc, est-ce que c'est notre rêve qu'on essaie de nous vendre? On attend. Tout le monde attend ça impatiemment. Sauf que pendant ce temps, il y a de nouvelles blockchains qui arrivent tous les jours, qui se développent très rapidement. Mais bon, voilà donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que la plupart des blockchains
ce qu'elle permet de faire déjà, c'est de donner la possibilité à d'autres projets de créer leur propre crypto-monnaie et d'innover également au niveau de ce qu'on appelle la finance décentralisée. C'est-à-dire que ça va vous permettre, avec certains protocoles, de faire des prêts, des emprunts, et lorsque vous mettez vos crypto-monnaies, par exemple, en staking, en saving, vous, en tant qu'épargnant, vous recevez certains intérêts. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui vont utiliser également la blockchain pour faire des échanges, ce qu'on appelle les DEX en fait. Ce qu'on appelle les DEX parce que vous savez par exemple ici lorsqu'on est sur Binance, sur un exchange ici, lorsqu'on veut faire une opération d'achat de vente de crypto-monnaies, ok, on achète et on vend à des personnes qui sont en train de vendre également sur le marché. Vous voyez un peu. Quand je mets un ordre de vente ou un ordre d'achat de la crypto-monnaie, c'est parce que sur la plateforme, il y a d'autres personnes comme vous et moi qui sont en train de vendre également la crypto-monnaie. Ça, eux que j'achète directement. Mais lorsqu'on va donc sur tout ce qui est développé par ces protocoles-là de Uniswap, de finance décentralisée, elle va donc vous permettre de faire ce qu'on appelle des pools de liquidité, par exemple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre de la crypto-monnaie dans ce qu'on appelle une pool. Et puis, des gens, quand ils auront besoin de faire des échanges de crypto-monnaie, on va par exemple dire, voilà un pool USDT Ethereum. Donc, si vous apportez de la liquidité dans cette pool, c'est cette liquidité-là qui va permettre en fait que des gens qui veulent venir, par exemple, sur comment dire, sur PancakeSwap, par exemple, faire des échanges de finances décentralisées. Lorsque vous allez sur PancakeSwap, vous essayez de swapper, par exemple, vos LMC swap en USDT. OK? Ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui ont apporté de la liquidité. C'est ça qui vous permet de faire en fait vos échanges. OK? C'est ça qui vous permet donc de faire vos échanges de façon décentralisée cette fois-là. Donc c'est ça, c'est tout ça le but, de permettre de faire des échanges de façon décentralisée plutôt que d'aller sur les exchanges. Et puis donc tout ce qui va donc rendre finalement possible ces échanges décentralisés là, c'est tout ce que les blockchains vont amener, de staking, de lending, de farming. Vous allez pouvoir bloquer vos crypto-monnaies pour recevoir des intérêts. Et la blockchain également va permettre en fait le lancement, de l'accompagnement de nouveaux projets. Donc, les nouveaux projets qui veulent démarrer, qui ont besoin de financement, parce que vous savez, des projets de crypto-monnaie, c'est des projets technologiques, comme tout projet, généralement, on a besoin de financement. Alors, ils vont venir donc en partenariat, par exemple, avec Trust Wallet, vous voyez, en partenariat, par exemple, avec Trust Wallet, ils vont dire, OK, on veut vraiment se lancer, on a besoin de votre aide. Et puis, Trust Wallet, ce qu'ils vont dire, ils vont, par exemple, vous offrir une pool, OK, de liquidité avec cette nouvelle crypto-monnaie-là qui veut se positionner. Elle va vous dire, si vous apportez, par exemple, du cake dans la pool avec telle autre crypto-monnaie, on va vous donner en contrepartie la nouvelle crypto-monnaie qui essaie de se lancer sur le marché. Donc, voilà également comment vous pouvez donc recevoir gratuitement de nouvelles crypto-monnaies. Donc là, j'essaie rapidement d'ouvrir mon DApps. Donc ici, donc, quand vous êtes sur Trust Wallet, vous allez dans le DApps ici, ceux qui sont sur Android, vous allez donc voir la plupart de ces plateformes de finances décentralisées là. PancakeSwap, Uniswap et autres. Et puis pourquoi je vous montre ça aussi? Je vous montre ça pourquoi? Parce que très souvent, vous allez vous rendre compte que il y a certains crypto-monnaies, lorsque vous voulez les acheter, vous allez vous rendre compte que vous pouvez les acheter genre uniquement sur PancakeSwap par exemple. Si je prends par exemple une crypto-monnaie comme le Metaverse Index, donc Metaverse Index Token, vous allez vous rendre compte que
Si par exemple c'est un projet qui vous intéresse, vous dites bon, j'ai envie d'investir sur les index, vous n'avez pas le choix que d'aller sur Uniswap. Le seul endroit où vous pouvez les avoir, c'est en swappant. Vous voyez? Vous pouvez pas l'avoir sur un exchange. Ils ne sont pas sur des exchanges centralisés comme Binance, L-Bank, la token, tout ce qu'on connaît là. Il faut aller sur un exchange décentralisé. Donc, vous aurez donc besoin de Uniswap, de Trust Wallet, vous voyez. Et puis, juste pour une parenthèse, ce qu'on appelle les index, pour ceux qui sont un peu habitués au stock market, c'est un peu comme les ETF, bien les FNB, c'est-à-dire que des fois, lorsque vous avez besoin d'acheter une action, par exemple, vous avez besoin d'acheter une action d'une entreprise, plutôt que d'acheter directement l'action de l'entreprise là, vous pouvez, exemple comme le S&P 500 par exemple, qui est le groupement des 500 plus grosses entreprises, je sais pas, des États-Unis. Ça vous permet donc, en achetant cette action-là, de vous investir indirectement dans 500 grosses entreprises. Donc, c'est le cas, par exemple, du Metaverse Index. Si vous vous intéressez, par exemple, aux technologies de Metaverse, vous vous dites, bon, plutôt que d'aller acheter sur, investir sur tous ces projets, tous ces cryptos de Metaverse là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter, par exemple, un index, ok, et l'index indirectement va me permettre donc d'investir, vous voyez, si vous achetez cet index, je sais pas si le montre ici, bref, ça vous permet d'investir sur un ensemble de projets Metaverse. Donc, c'est à ça que servent les index. C'était juste une parenthèse. Donc, tout ça également, c'est des concepts copiés vraiment de la finance, vous voyez. Donc, si vous investissez sur cet index-là, en fait, de façon indirecte, vous êtes en train d'investir sur des sandbox, sur des Decentraland, sur, vous voyez, vous investissez sur un ensemble de Metaverse. Désolé. Donc, vous avez le Metaverse Index, puis vous avez également l'autre qui est la DeFi Index. Pour ceux qui veulent, par exemple, investir, ils se disent, waouh, la DeFi, comment je peux faire pour investir sur la DeFi? Peut-être tu veux pas trop se casser la tête. Tu te dis, bon, je vais regarder DeFi Index, qui est toujours un index. L'index aujourd'hui, il est dans les 199. Si on regarde le prix de l'index, le plus haut, il y a 3 mois, il était à 750. En 2020, le plus bas, c'était 56. Donc, de la même manière, on se dit, si on achète cet index, ce qui se passe, c'est que de façon indirecte, on est en train d'investir sur plusieurs projets de finances décentralisées. Donc, en achetant cet index, participe à Uniswap, AV, Maker, Yen, Compound, Sushi, Farm, vous voyez un peu. Donc, c'est ça que c'est les index. Et également, cet index-ci, si on veut investir dessus, on n'a pas le choix que d'aller sur, je veux dire, sur, vous voyez, bon, lui, au moins, on a sur KuCoin, qui est un exchange. Vous voyez, il est plus sur Uniswap, SushiSwap et tout ça là, qui sont en fait des DeFi. Donc, ça, c'est un exemple juste pour montrer que des fois, vous aurez besoin d'investir sur un projet, mais ce projet-là existe simplement sur la DeFi. Voilà pourquoi, par exemple, ici, si j'ai besoin, par exemple, d'investir sur l'index que je vous ai montré tout à l'heure, je suis obligé d'aller chercher Uniswap ici. Vous voyez, j'ai Uniswap ici. Si je clique sur Uniswap, lui, je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Uniswap ici, il est intégré directement dans Trust Wallet. OK. Mais vous pouvez également cliquer le même lien dans votre navigateur et vous allez vraiment avoir le même résultat. OK. Donc, la première des choses, c'est de connecter votre portefeuille. Connecter votre wallet. Lorsque vous avez connecté votre wallet, vous voyez donc que si vous avez besoin en général, c'est des swaps, comme j'ai dit. C'est-à-dire que vous venez ici, vous avez connecté votre portefeuille. Votre portefeuille qui est par exemple Trust Wallet, ok, bon, pour mon cas, donc on suppose que dans votre Trust Wallet,
vous avez de la crypto-monnaie, vous avez de l'Ethereum, vous avez du BNB, vous avez du Cake, le Cake qui est le token de PancakeSwap, par exemple. Lorsque nous sommes PancakeSwap, des fois on a besoin du Cake pour participer à la plupart des projets de finance décentralisés. Et vous allez simplement venir, une fois que vous êtes dans Uniswap, après avoir connecté votre portefeuille, vous allez donc faire un échange. C'est-à-dire que je vais dire, bon, j'ai des Ethereum, mais en contrepartie, je veux par exemple le DeFi Index, je sais plus, bref, en contrepartie, vous choisissez la crypto-monnaie dont vous voulez. Parfois, il faut importer. Que ce importe. Et voilà donc comment, ici, si vous avez de l'Ethereum, automatiquement, il va voir votre balance d'Ethereum. Et vous allez dire, bon, soit moi, cette quantité, par exemple, $10 d'Ethereum, ou bien 20, 50, vous mettez en fait le montant en Ethereum que vous voulez dépenser. Et en contrepartie, quand vous allez cliquer sur Swapper, il va vous donner la crypto-monnaie en sortie, quoi, de DeFi, par exemple. Donc, en gros, voilà comment marche Uniswap. C'est vraiment pour du swap. Et vous êtes capable de faire ce swap ici parce qu'il y a des gens qui ont apporté de la liquidité dans les pools, dans ce qu'on appelle des pools. Il y a des gens qui apportent des pools de liquidité. Donc ça, on va plus aller le voir avec PancakeSwap. Donc PancakeSwap, comme je vous ai dit, Uniswap, c'est beaucoup plus sur Ethereum. PancakeSwap, c'est sur Binance. C'est pas le seul protocole de DeFi. En général, lorsque les DeFi arrivent sur une blockchain, il y a une multitude de projets qui se positionnent, mais très souvent, il y a un qui se démarque et qui finalement devient comme celui qui est le plus exploité, le plus utilisé. Mais sur Binance, comme token de DeFi, vous n'avez pas que PancakeSwap. Okay. Vous avez le Bakari token et autres. Donc, ce qui va donc se passer, c'est que la plupart de ces projets de DeFi, là, eux aussi vont avoir leur crypto-monnaie. Et en général, pour participer à la DeFi, ils vont, très souvent, vous aurez besoin de leur crypto-monnaie. Donc, si on regarde le Cake, par exemple, qui est la crypto-monnaie de Pancake, vous voyez, cette crypto-monnaie aujourd'hui à $8. Ce projet a fait vraiment beaucoup de bruit. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont fait beaucoup d'argent dans ce projet parce que si on regarde sur le hall, on voit que ce projet a commencé vraiment autour de 2020. 2020 était autour de 0,55 et tout ça là. Vous voyez, il a atteint les $44. Il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont acheté quand ça a commencé parce que Binance était vraiment très attendu et Binance a vraiment communiqué beaucoup là-dessus. Donc, les gens achetaient massivement du Cake. Et vraiment, le Cake avait explosé en 2021. Vous voyez, il allait toucher les 44. Donc, voilà, il a corrigé là. Et il est redescendu aujourd'hui. On a un Cake dans les $8. Donc, ça peut être un bon point d'entrée. Également, ceux qui veulent acheter du Cake aussi. Mais le Cake va vous servir à quoi? Le Cake va déjà prendre de la valeur parce que c'est ça l'utilité. L'utilité, c'est que c'est vraiment indispensable pour la finance décentralisée. Pour ceux qui veulent faire des échanges sur la finance décentralisée, ils auront forcément besoin du Cake. Et ceux qui veulent également participer à la plupart des projets sur la finance décentralisée auront besoin du Cake. Donc, en général, je pense que j'ai fait déjà également une vidéo sur PancakeSwap. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne, regarder cette vidéo où j'explique vraiment très en détail PancakeSwap, comment ça fonctionne, comment faire des échanges. Ok. Donc, je vais pas revenir. Ceux qui ont besoin à la fin pourront mettre le lien dans le groupe. On va aller regarder ça. Mais comme Uniswap, PancakeSwap, vous voyez. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart de ces projets-là se ressemblent tellement. C'est comme des copies, quoi. Et effectivement, Binance a simplement copié, copié la blockchain Ethereum. Hein. Voilà pourquoi tous les projets qui ont été développés sur Binance, je dis, c'était très facile pour la plupart des développeurs qui ont créé l'application sur Binance de les dupliquer sur la blockchain Ethereum. Mais c'était tout ça le but, tout ça l'objectif.
Donc, quand le gars a lancé sa blockchain, l'idée, c'était vraiment de recopier tout ce qui est sur Pancake, sur Ethereum, qui a des problèmes de lenteur, de les ramener simplement aussi facilement que possible sur Binance. Ça a vraiment été un succès. Voilà pourquoi quand vous allez voir la plupart de ces projets-là sur Binance, vous les avez connus sur Ethereum, vous n'avez vraiment pas du mal à vous en servir parce que y a vraiment pas de différence. Donc, Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, c'est vraiment du copier-coller. Ça se ressemble tellement. Mais le concept en arrière, il est le même. C'est-à-dire que vous êtes sur un exchange décentralisé, OK, où vous allez pouvoir faire vos échanges de crypto-monnaies. C'est-à-dire que dans votre wallet, par exemple, vous avez des limos, vous avez des LMC swap et que vos LMC swap, oh non, je pense, c'est connecté, j'ai pas de LMC swap dans ce portefeuille. Bon, ce qu'on va faire, des fois, quand vous ne trouvez pas la crypto-monnaie, quand elle n'apparaît pas, vous partez sur... je vais aller chercher le contrat. Donc, ici, je vais chercher le LMC Swap. Je vais chercher dans l'Explorer. Je vais prendre le contrat ici sur la Binance parce que PancakeSwap, c'est sur Binance. Donc, je vais copier le contrat ici. Je copie ça. Et quand je retourne, en général, quand elle n'apparaît pas, si vous collez ici, c'est juste là. Vous voyez, quand vous collez l'adresse, il vous permet donc d'aller importer la crypto. Oui, je comprends. Vous voyez, ça fait que si vous avez dans vos LMC Swap dans votre Trust Wallet, vous pouvez donc à partir d'ici décider de vendre au LMC Swap contre de l'USDT. Donc voilà finalement comment vous allez vendre par exemple vos crypto-monnaies. Ok, si vous avez de LMC Swap, là il voit que j'ai 100 LMC Swap dans mon compte. Donc si je mets max ici, ça c'est parce que j'ai connecté ici, j'ai connecté mon portefeuille avec PancakeSwap. Mon portefeuille qui est Trust Wallet. Voilà pourquoi il est capable de lire les crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille. Donc, dans mon portefeuille Trust Wallet, il voit que j'ai 100 LMC Swap. Je peux décider de vendre mes 100 LMC Swap en USDT. Je vais recevoir 3.3. Donc, vous voyez un peu. Donc, voilà donc comment vous allez vendre, échanger les crypto-monnaies sur la blockchain, je vais dire de façon décentralisée, avec PancakeSwap, Uniswap et autres, c'est pareil. Et en général, pour faire ces opérations-ci, il vous faut avoir un peu de BNB dans votre portefeuille. Toujours. Parce que vous allez payer des frais et généralement, les frais, ça vous prend les BNB. Voilà donc comment finalement le BNB va prendre de la valeur. Vous voyez? C'est pour ça que le BNB va finalement prendre de la valeur. C'est pourquoi quand les projets, comme je vous ai expliqué en début, quand les projets comme ça arrivent sur Cardano, le ADA va prendre de la valeur. Parce que si vraiment ces projets sont utilisés, si les projets des finances décentralisées sont utilisés, la plupart des opérations que vous allez faire, vous aurez besoin d'aller chercher du Cardano pour les avoir dans votre portefeuille.
Et comme vous savez, tout ce qui est utile et rare prend de la valeur. Le fait que tout le monde a besoin du Cardano va faire que le Cardano prenne de la valeur. Donc, voilà donc comment ça fonctionne. Et cette opération d'échange-ci est possible parce que, rappelez-vous, contrairement aux exchanges centralisés, vous êtes capable de vendre votre crypto-monnaie parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a mis un ordre d'achat. OK? Donc, c'est vraiment de personne à personne de façon indirecte grâce à l'exchange qui donne la possibilité de vendre les crypto-monnaies. Mais sur les blockchains décentralisés, ce que Ethereum avec le Uniswap ont amené comme innovation, c'est de se dire, on peut créer quelque chose comme ça où, bon, on va dire, on va amener des gens à amener de la liquidité et selon des pools, ok? On va définir ce qu'on appelle des pools de liquidité que je vais justement aller vous montrer lorsqu'on est ici. Parce que ici, je suis vraiment sur la partie du trade. OK? Mais je peux aller ici à N. Si je vais aller à N ici, vous voyez, il me propose de faire du farm ou du pool. Quand je clique sur pool, il va me présenter un ensemble de projets que je peux, auxquels je peux participer. Vous voyez? Et la plupart de ces projets-là, ça, c'est des nouveaux projets généralement qui arrivent sur le projet, qui arrivent sur la Binance Smart Chain. Donc, des fois, c'est d'autres moyens d'acheter ou bien d'avoir gratuitement certaines crypto-monnaies avant qu'elles ne soient listées sur les exchanges. Donc, rien, juste en regardant ici, on peut se dire, OK, moi, je veux participer à la pool, j'ai peut-être beaucoup de cake. Vous comprenez que pour faire tout ça, ça vous demande d'avoir du cake. Voilà donc pourquoi le cake va prendre de la valeur. Comprenez? Parce que vous avez le BNB qui va prendre de la valeur, parce que tout ce que vous faites a besoin du BNB. Mais maintenant, le pancake swap, eux là, où est-ce qu'ils gagnent? C'est que tous les projets ici qu'ils accompagnent vont nécessiter d'avoir du cake pour y participer. OK? Donc, finalement, donc, lorsque vous apportez de la liquidité dans une pool, vous allez pouvoir staker, ce qu'on appelle staker votre cake en contrepartie, on va vous donner une autre crypto-monnaie. C'est vous qui choisissez vraiment la crypto-monnaie que vous voulez avoir en contrepartie. C'est-à-dire que je peux staker par exemple mes cakes pour avoir du Haka en contrepartie, pour avoir des fuses, pour avoir donc, bref, autant de crypto, vous allez là, vous regardez les projets, vous faites une recherche sur les projets et vous voyez celles qui vous intéressent. Vous pouvez également staker du cake pour avoir toujours du cake. C'est-à-dire, vous pouvez dire non, moi je veux pas staker mes cakes pour avoir d'autres projets, mais je veux staker mes cakes pour avoir toujours du cake en contrepartie. Donc, comme vous savez, ça peut être risqué parce que oui, vous pouvez mettre vos crypto-monnaies en épargne, mais en contrepartie, on vous donne une crypto-monnaie qui finalement ne va jamais prendre la valeur ou bien ne va jamais décoller. Voilà pourquoi donc il faut faire quand même une recherche sur la plupart des projets. Et vous voyez les taux d'intérêt. 62%, 62%, 50%, 50%. Donc, les taux d'intérêt sur la DeFi sont juste énormes et impressionnants des fois. Ce qu'on peut aller gagner. OK? Et ceci peut permettre en fait je veux dire, il y a des gens qui essayent d'utiliser ça pour avoir par exemple des revenus passifs. OK? Si vous pouvez être capable de faire un calcul, vous dites, bon, j'ai besoin d'avoir, par exemple, je sais pas, 1000 $ ou bien, oui, 1000 $ par mois. Et puis, vous faites rapidement un calcul, vous dites, OK, si je stake du cake, OK, et le cake me donne, stake only, je sais pas. Si je stake du cake et quand en contrepartie, le cake me donne par exemple 62,85% parce qu'il y a la calculatrice ici. Je vais cliquer sur la calculatrice. Ça c'est AutoCake. L'application que j'utilise c'est tellement lent.
0,. Bon, moi, par exemple, je pense que je fais avec ce compte, je fais de l'auto-cake. Est-ce que c'est ici? Je fais pas claim ça. Je fais de l'auto-cake. Puis, vous pouvez vous dire, OK, voilà, moi, je saute bad, APR, ou bien Total Cake, and Total Steak APR. Cake. Il y a rien ici. Donc, c'est ça. Ce que je voulais vous expliquer, donc, c'est que vous pouvez vous dire, OK, je peux essayer d'avoir des revenus passifs en stakant, par exemple, du cake. Je me dis, je vais avoir, par exemple, $1000 par mois. Ça peut me prendre combien si je dois mettre combien de cakes pour aller chercher $1000, par exemple, par mois. En fonction de ça, vous faites le calcul, vous faites des divisions. Et puis, vous voyez à peu près combien vous pouvez investir. Ça peut être $1000, ça peut être, je sais pas, ça peut être juste $100, $200. Vous allez tout de suite comprendre combien vous pouvez donc mettre par mois pour ça. Combien vous pouvez donc mettre pour aller générer automatiquement de la crypto-monnaie, bien un certain revenu mensuel en fonction de l'API qui est fait ici. Donc voilà donc comment des gens peuvent décider d'avoir revenu passif. Mais à l'inverse, bon, je vais dire, c'est pas des revenus fixes parce que vous savez que tout cela dépend du prix du cake sur le marché. Donc pendant que vous faites vos calculs, peut-être le cake est à, je sais pas, actuellement ça à 8. Vous faites vos calculs sur la base de 8, vous dites, OK, si j'ai investi, ça la calculette ne donnait pas tout à l'heure, OK. Donc avec la calculette, vous pouvez vous dire, je vais avoir steak cake, par exemple, combien je peux avoir par semaine, ou bien par mois. Si je mets $1000, voilà, vous voyez. Donc, voilà un calcul que vous pouvez donc faire et vous dire, OK, ça veut dire que si je mets $1000 US actuellement, ça va me donner 125 cakes. Et voilà en un mois ce que je peux aller je peux espérer actuellement. Maintenant, dites-vous que c'est ça. Il peut avoir $40.69 par semaine. Et dites-vous que ça, c'est avec le prix du cake de $8 présentement. C'est-à-dire que si le cake monte à 20, 22, $30, ceci pourra changer. Donc, il y a donc des gens qui se fixent des objectifs comme ça et qui réussissent à avoir un revenu passif mensuel. OK? Ce que je partage là, ça peut être vraiment bon pour ceux qui ont les petits freins au pays, qui boivent beaucoup de bière et tout ça là. Essayez de leur montrer ça. Si tu es capable, quelqu'un qui prend de l'alcool, je sais pas, chaque semaine, je sais pas combien il dépense, vite fait le calcul, on peut se dire, OK, si tu es capable dans un projet comme celui-ci, de stacker tes cakes, en essayant de réduire tes consommations, chaque jour, les 500 que tu mets dans une bière, tu achètes des USDT et tu essaies d'apporter de la liquidité, comme ça, dans un projet comme celui-ci,
Au bout de, je sais pas, 6 mois, 7 mois, si tu as réussi à amener, je sais pas, telle quantité USDT, voilà combien tu peux aller gagner de façon passive. Ce que ton argent là peut te donner de façon passive par mois, par exemple. Ok, donc ça peut être très intéressant. Et tant que la blockchain Ethereum vit et tant que PancakeSwap vit, et PancakeSwap a démontré, c'est vraiment je veux dire qu'aujourd'hui c'est pratiquement le leader de la DeFi parce que finalement elle a réussi à damer le pion à Ethereum avec tous ses lenteurs et tous les problèmes qu'Ethereum a connus. Elle a fini par damer le pion à Uniswap. C'est vraiment la plateforme la plus utilisée présentement. Donc ça peut vous faire comme ça des revenus passifs sur du cake, ou vous pouvez donc essayer d'aller comme ça avec vos cakes chercher des crypto-monnaies gratuitement, de nouveaux projets qui arrivent gratuitement en espérant qu'elles vont prendre de la valeur. Cependant, vous avez quand même vos cakes qui sont comme un projet où vous dites, bon, moi j'ai investi sur du cake parce que je pense que c'est un projet sérieux, ça va prendre de la valeur. De toute la façon, vous avez la possibilité de voir la courbe. Elle a déjà touché les 44 $, elle est actuellement à 8 $, donc le potentiel peut quand même être encore intéressant. Et ça, c'est ce qui est de la poule. Moi, particulièrement, comme j'ai dit, mes cakes, j'ai fait du cake pour gagner du cake. Je cherche pas d'autres cryptos. Euh, Déjà parce que de façon personnelle, c'est pas que c'est pas intéressant. Il y a quand même des cryptos aussi que je vois que j'en ai, mais que j'ai acheté directement sans avoir vraiment besoin nécessairement de staker mes cakes pour les avoir gratuitement. Mais c'est aussi parce que des fois tout ça, ça demande souvent du temps. Le temps d'aller étudier tous ces projets, voir sur quoi elles sont portées. Question de savoir si c'est intéressant, si vous prenez le risque de staker vos cakes pour recevoir ces tokens-là gratuitement. Mais quelqu'un qui a du temps, qui peut faire des recherches là-dessus, ça peut être intéressant de faire ça. Donc, ça c'est pour ce qui est du earn, de la pool. Mais dans le earn, ici, vous avez l'autre chose qu'on appelle du farming. Donc, le farming, finalement, elle va toujours vous demander d'apporter 2 crypto-monnaies. Vous voyez? Pour du farming, c'est toujours en paire de crypto-monnaies que vous allez apporter. Vous voyez? Donc, de l'autre côté, on avait du staking. Il faut apporter les crypto-monnaies dans des pools. Vous savez déjà c'est quoi le staking. Maintenant, on parle du farming. Le farming, finalement, on va vous demander tout le temps d'apporter 2 crypto-monnaies. Et dans ma dernière vidéo, je vous explique en fait les risques qu'on peut avoir en faisant du farming. Donc, ceux qui veulent vraiment comprendre ça, je vous invite donc une fois de plus à aller regarder cette vidéo. Ça peut être intéressant parce que faire du farming aussi, ça peut être intéressant. Mais il y a les risques que j'ai présentés dans cette vidéo-là, ce qu'on appelle justement l'impermanent loss, que j'ai longuement expliqué. Je ne vais pas revenir dessus. Mais dans le farming également, c'est ça. Vous apportez 2 crypto-monnaies dans une pool et en contrepartie, vous recevez donc, voilà, des intérêts. OK? Vous recevez des intérêts annualisés. Ça peut également être très intéressant. OK? Donc, ça, c'est en gros la finance décentralisée sur PancakeSwap. PancakeSwap qui est la blockchain qui est sur la blockchain de Binance. Donc, je vous ai parlé du Cardano et je vous disais que les projets arrivaient sur Cardano. Et justement, comme la plupart des blockchains, quand les projets arrivent, ce qu'on attend aussi beaucoup, c'est le projet de finances décentralisées. Donc, il y a un projet de finances décentralisées que les gens ont vraiment attendu massivement sur Cardano, ce qu'on appelle le Sunday Swap. On fait le Sunday Swap. Le Sunday Swap n'est rien d'autre que le Uniswap, OK, ou le PancakeSwap, mais sur Cardano. Donc, si on entre là-dedans, comme je vous ai dit, vous allez vous rendre compte que est-ce qu'ils sont en maintenance? Interapp. OK.
Vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement en général, si vous savez utiliser l'une de ces plateformes, c'est pareil pour les autres. C'est le même concept. C'est juste que elle va plutôt accompagner les projets qui s'implémentent sur la blockchain de Cardano. Donc, tous les nouveaux projets qui veulent se lancer, parce que Cardano, comme vous l'avez compris, comme Binance, comme Ethereum, ce qu'elle va permettre de faire, c'est que elle va permettre aux gens qui veulent créer leur crypto-monnaie. Ensemble aussi, on peut décider aujourd'hui qu'on va créer notre crypto-monnaie. On pense à un projet, on se dit, bon, on va créer telle crypto-monnaie, voilà le projet, ça va opposer cette crypto-monnaie. Mais on ne veut pas se casser la tête où on n'a pas les moyens, forcément, pour construire tout le réseau, bâtir une blockchain. On va dire, bon, de toutes ces blockchains, on va choisir l'une d'elles. Ça peut être Solana, Ethereum, Binance. On peut dire non. Nous, on va aller se lancer sur Cardano et on va passer donc par SundaeSwap pour ce qu'on appelle généralement le ICO. C'est-à-dire que la période où on va vraiment faire la collecte de fonds, on a besoin d'argent vraiment pour partir notre projet. OK? Et puis, SundaeSwap, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont proposer, par exemple, dans une pool de liquidité, notre projet contre le ADA. OK? Il va dire, si vous amenez la liquidité, par exemple, tel projet avec le ADA, voilà les intérêts que vous recevez. OK? Et voilà. L'avantage, c'est donc que, bon, nous, ça nous permet, nous, de nous vulgariser. Et ADA également, c'est utile pour eux parce que ça fait que le ADA prenne de la valeur. Donc ça, c'est les liquidités. Je sais pas s'il y a des pools ici. Et comme d'habitude, vous devez connecter le wallet. Ici, donc, vous voyez, les wallets qui sont acceptés, il y a le NAMI et le CC Vault. OK? Donc, vous voyez, ici, on ne parle pas de Trust Wallet ou bien de MetaMask. Donc, les wallets que vous pouvez utiliser ici, c'est NAMI et CC Vault. Donc, je pense que installer un wallet ne devrait plus être compliqué aujourd'hui. Donc, vous allez simplement installer le wallet. Donc, si je clique ici, vu que je n'ai pas le wallet ici sur cet ordinateur-ci, donc si je clique sur Nami, il me propose en fait, ça c'est des wallets c'est pas des wallets mobiles, c'est des wallets en général comme MetaMask qui s'intègrent directement à votre navigateur. Vous voyez? Donc, vous pouvez choisir votre navigateur. Est-ce que vous avez Chrome, Brave ou Edge? Moi, j'ai Chrome. Donc, si je clique sur Chrome, alors, il va donc me proposer le wallet ici. En général, lorsque vous voulez installer le wallet, regardez bien ici parce que parfois il y a des scams. Ici, on voit donc que Tsunami, bon, il y a quand même 200 000 utilisateurs, 126 likes. Donc, si vous tombez sur un truc là, généralement ceux qui vont aller chercher le wallet directement sur Google, ça se peut que vous tombez sur des faux bien des copies, ce qu'on appelle simplement des scams. Essayez de voir quand même le nombre d'utilisateurs. Si vous tombez sur un wallet où il y a, je sais pas, 20, 30, 100, 200 utilisateurs, vous pouvez vous poser des questions. Ça me permet simplement de me rassurer et d'être certain que, bon, je suis probablement sur le bon wallet. Et puis, si je clique ici, ajouter à Chrome. Donc, je peux cliquer ajouter à Chrome. Clique sur ajouter l'extension. Donc, l'extension n'a mieux été ajoutée à Chrome. Donc, dorénavant, vous voyez, si je clique ici, vous voyez ici, j'ai un truc là, si je clique dessus, il me dit extension. Je clique là, je vais aller voir le NAMI. Donc, si je veux que le NAMI reste sur mon navigateur, vous pouvez l'épingler en cliquant ici. Donc, si je clique ici désormais, vous voyez, j'ai le NAMI qui va apparaître directement là. OK? Donc, je clique sur NAMI directement là. Il me demande, est-ce que je vais importer un wallet ou bien c'est un nouveau wallet? Si vous avez un wallet déjà ailleurs, vous pouvez l'importer ici. Je me dis non, pour la plupart, c'est un nouveau wallet. Donc, je clique sur New Wallet. J'accepte ça. Continuer. Puis, ça, c'est la fameuse phrase que vous devez copier et sauvegarder discrètement. Donc, ceux qui ont vu comment on installait le wallet
comment ça s'appelle, sur Trust Wallet. Vous savez exactement de quoi il est question. Donc, ça, c'est une phrase que vous devez copier, sauvegarder discrètement, parce que si quelqu'un tombe sur cette phrase-ci, elle pourra donc entrer en possession de l'ensemble de votre portefeuille et donc de toutes vos crypto-monnaies dans le portefeuille. Et cette phrase est également importante parce que si jamais vous avez des problèmes avec votre navigateur, votre ordinateur, vous l'avez formaté, vous avez besoin de réinstaller, le seul moyen de récupérer vos crypto-monnaies, c'est d'avoir ces phrases. Vous comprenez tout l'intérêt, toute l'utilité. Si vous l'avez perdu la phrase, vous pouvez dire bye bye à vos crypto-monnaies. Ok, même Nami ou bien Ada ne pourra pas vous aider à récupérer vos crypto-monnaies. Donc, là, on va faire imprime. Moi, je capture d'abord ça. J'envoie vers enregistrer sous. Mettre ça sur le bureau. Et puis, vous comprenez que ça, c'est pas un wallet que je vais utiliser, ça, c'est sûr. Donc, sinon, ce serait vraiment le coq de l'année. Si je mets un truc comme ça sur Internet et que j'utilise ce wallet avec ce que je viens de vous dire, ça voudrait simplement dire que je suis pas sérieux. Donc, parce que je l'ai appelé comment, Nami. Vous voyez que par la suite, va donc vous demander de compléter des phrases ici. Donc, si vous avez vraiment fait la sauvegarde, vous devez savoir exactement ce qui manque ici. Au sein, pourquoi pigeon, c'est middle. Reduce second. OK, c'est archive. Au 20. Et puis, next. Puis, il va vous demander de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Votre mot de passe également, il faudra le retenir. Oubliez le mot de passe parce que pour la plupart de vos opérations, vous demandera donc d'entrer le mot de passe. Donc voilà, donc je viens donc de créer mon portefeuille Nami et c'est ça qui va me permettre de participer à la finance décentralisée sur la blockchain Cardano. Donc, vous voyez que ça vous prend un certain type de de wallet pour certaines blockchains, ok. Et à partir d'ici, en général, pour démarrer, participer à la plupart de ces projets-là, comme on l'a vu, ça vous demande d'avoir de l'ADA. Donc, la prochaine chose à faire sera d'aller, par exemple, sur Binance, acheter des Cardano et de les transférer ici dans Nami, dans votre portefeuille Nami. Vous savez déjà comment envoyer les crypto-monnaies. Il suffit de venir ici sur le CIF, de copier l'adresse, ok, et d'aller sur Binance. Puis, je vais me connecter.
Et ben, je montre rapidement, mais je pense que la plupart des personnes ici savent déjà comment transférer les crypto-monnaies d'un exchange ou bien d'une plateforme à une autre. Donc, moi juste un instant, je vais dans le site. Désolé, ça sera pas très long. Ok. Donc, ce que vous faites donc, c'est que, par exemple, sur Binance, je vais dans mon portefeuille. Si je vais dans mon portefeuille spot, par exemple, la première des choses dont à faire, c'est d'envoyer des Cardano dans mon portefeuille Nami. Donc, j'ai du ADA ici, par exemple. Ici, je vais retirer des ADA de Binance pour les envoyer dans Nami. Donc, je fais un retrait. Quand je fais un retrait, il va me demander donc l'adresse. Donc, ce que je vais prendre, donc l'adresse que je prends ici dans Nami. Dans Nami, vous faites plutôt un récit parce que le recevoir ici. Et vous copiez ça. Et vous venez simplement coller ici au niveau de l'adresse. Vous voyez, tout de suite, il détecte que, ok, c'est sur la blockchain Cardano. Puis, vous mettez la quantité que vous voulez sortir, puis vous faites ce qu'on, bon, pour le reste, vous devez être capable. Donc, vous allez donc faire votre opération de retrait de cette façon. Et les NAMI vont donc arriver dans votre portefeuille NAMI finalement. Et à partir de là, lorsque vous allez donc aller sur SundaeSwap, vous allez pouvoir connecter SundaeSwap à votre NAMI. Et vous pourriez donc participer à la finance décentralisée sur Cardano. C'est-à-dire que je vois par exemple un projet Pavia, comme ça peut être intéressant. Je me dis, ok, parce que je crois au Pavia. Pavia, en passant, je vous ai parlé de ça la semaine dernière, c'est le premier projet métavers sur la blockchain de Cardano. Je me dis, j'ai du Pavia, je crois que le Pavia, bon, ça peut être intéressant. J'ai également de l'ADA. C'est deux cryptos que je possède et sur lesquels je crois sur du long terme. Donc, plutôt que de laisser ces deux cryptos dormir dans mon portefeuille, je peux les amener ici dans SundaeSwap, les mettre pour apporter de la liquidité et recevoir des intérêts en contrepartie. Donc, c'est tout ça le but. Vous voyez un peu. Mais voilà, comme je dis encore, pour la liquidité, allez revoir la vidéo sur la liquidité pour comprendre c'est quoi le paiement en loss. Ou bien faites des recherches sur Internet pour comprendre le paiement en loss parce que il faut également le comprendre. Donc, ça va donc vous permettre ici également de comprendre dans certains projets qui peuvent attirer votre attention lorsque vous regardez ça. Vous dites, OK, moi je vois un projet ici qu'on appelle par exemple le ADAX. C'est quoi le ADAX? Ça peut vous amener à aller chercher le ADAX, comprendre c'est quoi comme projet, ça peut être intéressant. Et peut-être de commencer à investir dessus parce que c'est un nouveau projet qui est encore moins cher et qui peut valoir la peine d'entrer là-dessus. Donc, autant pour ADA, pour MEL, pour MAIC, donc vous voyez un peu. Donc, c'est tout ça le principe, en fait, d'utiliser vos ADA et une autre crypto-monnaie pour participer, au projet de finances décentralisées. Malheureusement, ici, on n'a pas des pools. On n'a pas encore des pools, mais ça devrait arriver certainement, les pools de liquidité. Donc, en dehors de SundaeSwap sur
sur Cardano. Vous avez un autre projet également. Parce que SundaeSwap était tellement attendu, mais finalement, les gens se sont positionnés. Il y a un projet qu'on appelle MultiSwap qui est arrivé avant SundaeSwap, mais qui également est sur Cardano. Puis le principe est le même, c'est également la DeFi. Donc, on va sur Cardano. Même chose, je vais pouvoir connecter ici avec mon portefeuille Nami. Donc, je choisis Nami ici. Il vous propose d'autres portefeuilles. Donc, moi, j'ai Nami, je choisis Nami. Il va donc connecter avec mon portefeuille Nami parce qu'il va le voir sur le navigateur. Il va me demander de signer. Je vais signer la transaction. Mais une fois que je suis là-dedans, vous voyez, j'ai également pas mal de projets, ok, ici, qui débutent sur Cardano, que je peux acheter, ok. Par contre, MultiSwap, eux, ils ont quand même, ils ont fait un peu les choses différemment, parce que ici, ils ont une sorte de DEX, quoi. C'est-à-dire que, lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, si je prends par exemple le Sunday, par exemple, le Sunday qu'on a vu de l'autre côté. Si je vais acheter le Sunday ici, vous voyez, il y a une sorte d'exchange ici, comme ce qu'on connaît sur la plupart des exchanges centralisés. Ok? Donc, ici, donc, c'est les vendeurs, vous voyez, ça c'est vraiment différent, c'est une innovation sur les DEX. C'est que vous achetez directement donc, aux personnes et vous pouvez également vendre directement sur le marché. Exactement. Ceux qui ont l'habitude de faire des manipulations sur les exchanges centralisés sauront comment ça fonctionne ici. Donc, plutôt que de faire les swaps comme je vous ai montré sur les autres plateformes, ici c'est vraiment comme des desks quoi. Je peux directement voir celui-ci son offre et cliquer sur buy et aller acheter quoi. Il faut que je connecte mon portefeuille d'abord, mais ça vous prend toujours des ADA. Donc, voilà donc comment vous pouvez donc également acheter du Sunday. Le Sunday qui est le token de l'autre projet qu'on a vu ici qui est le SundaeSwap, mais qu'on peut donc acheter sur MultiSwap aussi. Donc, l'autre chose qui peut être important, c'est les launchpads. Je pense que je vous en parlé une fois, mais on n'a pas encore de projet en launchpad. Les launchpads, généralement, c'est les projets qui décollent, qui ont besoin de subventions. Et ça peut être jamais intéressant, ça peut être souvent intéressant d'acheter les launchpads parce que généralement, lorsque vous achetez une crypto-monnaie en launchpad, vous l'achetez à un prix préférentiel. OK? Par exemple, vous vendez la crypto-monnaie à 0,01 parce que vous l'avez acheté en launchpad. Et quand la crypto-monnaie va être vulgarisée, aller sur les exchanges, elle sera listée par exemple à 0,5. C'est-à-dire que par rapport à la majorité des personnes qui achètent sur les exchanges, vous l'aviez acheté longtemps à l'avance à un prix beaucoup plus bas. C'est-à-dire que le jour même où la crypto-monnaie est listée sur l'exchange, vous pouvez déjà vendre et commencer à faire des profits. Donc, c'est ça l'intérêt du launchpad. Donc, ça, c'est également nouveau. C'est également une innovation. Donc, c'est quand même un DEX qui a quand même innové, qui a apporté quelque chose de différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Déjà avec son exchange, qui est un peu différent de ce qu'on connaît comme les swaps et le launchpad. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous présenter ce matin. Ça a été long, mais je pense que j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris de nouvelles choses ce matin. Donc, je vais arrêter de partager mon écran et s'il y a quelques questions, on va répondre et on va mettre un thème à la présentation de ce matin. Donc, déjà rapidement, je vais dans les commentaires. Ah, vous m'entendez faiblement? Oh là là. Maintenant, c'est pour ça qu'on vous entend très bien. Mais je veux dire maintenant, ça veut dire que depuis que je parlais là, c'était, vous m'entendez pas? Non, non, vous entendez. Ah, ok. Non, on vous entendait, mais c'était un peu... il fallait faire un effort, quoi. Mais c'était... voilà, moi, personnellement, j'ai entendu pas mal de choses. Mais il fallait faire un petit effort, tout simplement. Mais bon, ça a été. Désolé, c'est que je suis vraiment grippé ce matin. C'est pour ça que j'ai vraiment la misère. Non, ça a été. Parfait. Ok.
Ça a été, merci beaucoup. Ok. Nani et Sunday Swap, est-ce qu'on peut à la place utiliser MetaMask et PancakeSwap? Ouais, comme je vous ai dit, la plupart de ces blockchains-là souvent vont imposer leur portefeuille. OK? Donc, on peut dire que Nami, c'est un équivalent de MetaMask. Mais comme vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, lorsqu'on va sur cette plateforme-là de SundaeSwap ou de MuniSwap, vous voyez qu'il vous impose d'avoir certains portefeuilles. Lorsque vous cliquez sur vous connectez votre portefeuille, il y a une liste de portefeuilles proposés. Vous voyez? Dans cette liste-là, vous n'avez pas MetaMask. Vous n'avez pas Trust Wallet. Ça veut donc dire que MetaMask, vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Donc, oui, c'est un portefeuille comme MetaMask, c'est un portefeuille en un autre, mais sauf que MetaMask, vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Autre question, est-ce qu'il ne serait pas préférable de souvent aller chercher le lien vers un site plutôt sur CoinMarketCap que d'aller sur Google parce que des gens se sont fait avoir en allant chercher Oui, les liens par Google parce qu'il y avait eu les faux liens, ils ont perdu leur crypto. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de passer par CoinMarketCap pour aller chercher effectivement, oui, l'idéal effectivement c'est d'aller dans CoinMarketCap pour avoir les sources. L'idéal c'est d'aller dans CoinMarketCap pour avoir les sources. Là pour être plus sûr plutôt que d'aller sur faire des recherches sur Google, effectivement. Une dernière petite chose, est-ce qu'on peut connecter son portefeuille externe comme le Nano Ledger? Est-ce qu'on peut le connecter aussi sur les autres portefeuilles? Parce que je sais que ça se connecte déjà sur MetaMask. Est-ce qu'il est possible d'ajouter son Nano Ledger sur Nani ou l'autre? Ça, j'ai pas vérifié l'information. Je pas vérifié si c'est déjà compatible, mais je pense que ça devrait. Ça à vérifier, hein. Je vais pas dire n'importe quoi, mais normalement, il devrait intégrer tous les blockchains. Ça à vérifier. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On est combien déjà là? Ouais, 16 participants. Nous sommes 15. Moi, ce que je voulais, je n'ai pas bien suivi comment récupérer le lien de Pancake là sur CoinMarketCap. Après, il faudrait peut-être que j'aille regarder l'autre Zoom là. Le lien de Pancake? Oui, comment faire? Parce que j'ai essayé de chercher Pancake là sur Google, mais ce qu'il me propose ne me convainc pas. Donc, je voulais rentrer par CoinMarketCap là pour récupérer Pancake. Ah, ok. En fait. S'il vous plaît. On va voir ça. Si je passais par CoinMarketCap ou Binance, voilà. On vous entend pas très bien, Monsieur JP. Oui, je disais, il faut toujours passer par les explorateurs de services qui sont CoinMarketCap et Binance. CoinMarketCap et quoi? Je n'ai pas entendu. Je ne comprends pas. Je disais qu'il faut toujours passer par CoinMarketCap. Oui. Et les explorateurs de services. Avoir la sécurité. Ah oui. Donc, d'accord. Je vais essayer de partager mon écran une fois de plus. Alors, c'est le capture du Zoom.
vous voyez mon écran? Oui, Quoi market, Oui, on voit bien. quoi market cap, donc c'est ça. Vous allez là, vous cherchez juste Pancake Swap. Et vous avez le lien ici. Donc c'est ça. À partir de là, vous pouvez connecter votre wallet ici. Puis vous allez vraiment avoir la même chose. Super, merci. Ok. Donc, il faut absolument avoir, il faut avoir Trust Wallet, là. Non, ce Pancake Swap Metamask. pouvait avoir MetaMask aussi, ça marche. Oui. D'accord. Ok, mais merci. ça marche avoir Parce que si vous connectez, vous voyez, il propose MetaMask. Il propose Trust Wallet. Vous voyez? Mais quand on est allé sur d'autres plateformes qu'on a vu tout à l'heure, Sunday Swap et autres, ils ne nous proposaient pas de MetaMask. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas utiliser MetaMask pour vous connecter, sur la DeFi, sur Cardano. Vous voyez? Par exemple, ils se proposent Nami et CC Vault uniquement. C'est en fait ça. Et sur le Pancake, là, il propose quoi? Pancake, on avait qui proposait Trust Wallet, MetaMask. D'accord. Ça. Vous avez d'autres, quand vous cliquez sur moi, vous voyez d'autres portefeuilles qui vous proposent là. Donc. Et vous avez cliqué sur quoi? Connect Wallet, là. Ouais, je clique sur Connect Wallet. Puis, il vous présente les wallets. Donc, si vous avez Trust Wallet, si vos crypto-monnaies sont dans Trust Wallet, vous choisissez Trust Wallet. Oui. Ok. Donc, s'ils sont plutôt sur MetaMask, vous choisissez MetaMask. C'est ça, en fait. D'accord. C'est bon? Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure le Zoom. Je vous laisse, pardon, de revenir sur la question. Une fois que vous êtes sur... il faut aller sur le lien. Ouais. Oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Ah d'accord, ok, super. C'est bon, ok. D'accord, ok, très bien. Oui, c'est bon. Ah oui, d'accord, ok. Il y a quelque chose que je n'avais pas fait. Ok. D'accord, c'est bon. Merci. Excusez-moi, s'il vous D'accord, plaît. ok, super. Oui. Leader Expo, bonjour, c'est Bénédicte. Je suis au travail, je vous suis depuis le travail, mais je n'ai pas bien assimilé tout ce que vous avez dit. Mais j'espère quand même que vous avez posté le Zoom après, s'il vous plaît. Comme ça, j'aurai le temps de bien suivre Oui. et de faire les exercices.